Est-ce que tu dirais qu'on a tous des traumas? Alors, il y a plein de gens qui marchent dans la rue, qui sont totalement inconscients qu'ils ont des traumas. La chose la plus importante, je pense, sur le système nerveux à comprendre, c'est qu'on est censé... J'étais trop pas bien, j'étais stressé de ouf. J'avais peur que dans un mois, l'entreprise s'effondre, puis n'importe quoi. Je suis vraiment mauvais, c'est n'importe ce que je fais, t'as pété un câble. Et du coup, je cachais tout ça dans le fait de manger trop, quoi. Dans cet épisode, qui est a priori le tout premier épisode post-épisode 100 qui sera publié sur le podcast, donc bravo Estelle. Wouhou! Tu es la première après le centenaire du podcast. Mais ouais, dans cet épisode, ce qu'on va explorer ensemble, c'est, je pense, un sujet, parce qu'il y en a beaucoup, mais le sujet qui te fascine le plus dans ta vie, qui, on va le voir, vient de ce que tu as vécu, comme pour beaucoup d'êtres humains d'ailleurs, ce qu'on vit nous pousse à explorer les choses davantage. Mais je trouve que toi, tu le fais d'une manière beaucoup plus approfondie et intensive que la majorité des gens que je vois. Et je suis fasciné par ce que tu as fait et cette capacité que tu as encore à te dire ce truc-là, je peux deep dive et aller voir encore plus profond et encore plus profond et encore plus profond. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette chose que tu as vécue et que d'autres personnes vivent et comment on fait pour que ce soit mieux, quoi. Et je voulais nommer ça parce que c'est absolument fascinant de te voir faire et de voir ton savoir s'approfondir d'année en année, parce que ça commence à faire un petit moment qu'on se connaît et qu'on a interagi ensemble. Donc, merci Estelle de faire tout ça pour toi, pour tes clientes, et bienvenue sur le podcast. Ah, merci Thomas, quelle intro! J'essaye maintenant de faire des petites introductions uniques comme ça. Ce que je te propose, Estelle, pour démarrer notre conversation, c'est de commencer par cette question que je pose à tout le monde, que tu connais, je crois, qui est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante et tu t'es lancée à ton compte? Oui, alors moi, je me suis lancée dans la thérapie à cause de mon travail précédent, en fait. C'est une agression physique. Quand j'étais enseignante au lycée, donc en Angleterre, par des élèves, qui a fait que j'ai commencé à réfléchir sur la sécurité au travail et quels étaient les standards, de sécurité, quelles étaient les valeurs que je voulais, défendre dans mon travail. Donc suite à l'agression, en fait, j'ai développé ce qu'on appelle du stress post-traumatique et c'est pas tant, la réaction des élèves, qui m'a embêtée, c'était plus, le manque de réaction et de soutien de la hiérarchie qui m'a fait me sentir, pas en sécurité au travail du tout. C'est-à-dire qu'il y avait aucun problème dans ma performance d'enseignante, au contraire, mais que du coup, j'ai commencé à aller au travail avec une boule dans le ventre, de l'anxiété, ça se manifestait par des crises d'angoisse, hem, quand j'étais devant des étudiants, des petits 6e qui avaient clairement des problèmes, de gestion de la colère, qui ne me faisaient pas du tout peur avant l'incident et qui, après l'incident, déclenchaient des crises d'angoisse. Wow. Donc, anxiété super sévère, hem, carrément, bah, que j'ai appris, plus tard était du stress post-traumatique aussi, hem, qui a été le catalyseur d'une remise en question de mon travail, d'un cheminement personnel, d'exploration des traumas. J'avais déjà un terrain anxieux avant, clairement, puisque j'avais remarqué que je souffrais de troubles du comportement alimentaire et que clairement, quand on souffre de TCA, eh ben, c'est une manifestation, d'un système nerveux dérégulé. C'est-à-dire qu'on se réfugie dans la nourriture parce que notre système nerveux est dérégulé, on cherche un refuge dans la nourriture. Ça a été quelque part, voilà, cet événement de violence, qui est en fait un sujet super actuel dans le contexte, de notre monde, que ce soit en France, dans l'enseignement
ou ce qui se passe dans la bande de Gaza, Palestine, Israël et tout ça. Finalement, ça a été le catalyseur d'une remise en question de ma vie, de quel travail je veux, comment je prends soin de moi, comment je régule mon système nerveux, comment je me guéris de TCA pour pas les passer à mon fils. Quelle femme je suis, qui je suis. Voilà, grosse question. Il y a tellement de choses dans ce que tu dis qui me semblent hyper importantes à explorer. Donc je vais prendre un petit instant pour réfléchir par où rentrer, parce que je connais déjà un petit peu ton histoire. Et je sais à quel point il y a tellement d'endroits de ta vie où il y a eu, notamment là sur l'exemple que tu donnes, cette difficulté que tu transformes ensuite en presque ta plus belle compétence, quoi. Et il y a une chose que j'ai trouvé fascinante, que je trouve fascinante dans ton histoire, c'est ce que tu décris là comme le catalyseur. Ça donne pas naissance juste à je vais aller suivre une thérapie. Ça donne naissance à presque une quête mondiale pour trouver les meilleurs outils pour travailler sur ce sujet-là. Et tu vois, c'est ce que je disais dans l'introduction, genre personne fait ça. Je suis curieux que tu nous parles de... Tu vois, il y a ce catalyseur, il y a plein d'autres êtres humains qui vivent des situations hyper difficiles dans leur vie. Ça ne devient pas un catalyseur pour se plonger dans la maîtrise aussi profonde d'un sujet que toi. Pourquoi cette fascination ? Alors, je vais un peu désacraliser le truc, je pense. Vas-y. Je pense qu'au départ, c'est une réponse traumatique. C'est-à-dire que quand on a un terrain anxieux et peut-être on vient d'une famille où, on va dire au niveau, un peu au niveau des classes, qui s'est construit de rien, si tu veux. Par exemple, mes grands-parents étaient pieds noirs, donc mais avaient des origines espagnoles et donc vivaient en Algérie au moment où il y a eu, les problèmes de guerre civile en Algérie, dans les années 60. Et j'ai vu ma mère se construire toute seule avec de l'éducation et tout ça. Et donc quelque part, il y a cette valeur de fort travail, qui a été transmise, donc travailler dur. Et il y a aussi, je pense que c'est lié aussi à ce qu'on appelle en thérapie ou en psychologie, l'anxiété de performance. Qui clairement peut avoir des conséquences très positives. Hein, c'est-à-dire que je vais chercher des réponses, comme tu as utilisé le terme quête mondiale, j'adore en fait. Je vais chercher des réponses, je me contente pas de la surface, donc ça a clairement des effets positifs, mais c'est aussi très dérégulant pour le système nerveux. Si on ne sait pas se réguler. Et c'est quelque part, ça peut être lié au perfectionnisme, au fait que quand on vient peut-être d'une famille qui s'est construite de 0 à rien, il y a cette valeur de il faut qu'on performe et que ça devient presque anxiogène. Et que ça devient une quête en soi-même. Je sais pas si ça a du sens ce que je te dis. Si, complètement. La curiosité que j'ai, c'est est-ce que tu étais consciente de... Parce que là, j'imagine, il y a de la post-rationalisation avec les compétences que tu as développées depuis, de comment tu te comportais à l'époque. Et pour donner du contexte aux gens qui nous écoutent, quand je parle de quête mondiale, en fait, c'est... Tu t'es intéressé à ce sujet des troubles du comportement alimentaire, tu as voulu soigner tes propres expériences avec ça, t'as pas été satisfaite de la manière dont tu as été accompagnée, et tu es passé de France aux US, de méthode en méthode pour trouver ce qui fonctionnait pour toi. Donc je suis curieux, est-ce que pendant cette quête, du coup, là, de passer de méthode en méthode pour trouver ce qui fonctionne ou ce qui te semblait plus pertinent comme accompagnement pour toi, tu étais consciente à cet endroit-là qu'il y avait peut-être ce truc de recherche de performance et ce rapport-là? Non, ouais. Absolument pas. C'est parce que c'est maintenant que je le dis, a posteriori, tu l'as bien dit. C'est maintenant que je le vois. À cette époque-là, c'était une énergie clairement anxiogène et anxieuse, de désespoir, de je ne veux pas. Et il y avait aussi la partie maman en moi qui était là. Je ne veux pas transmettre les TCA à mon fils.
Hmm. Clairement, ce milieu professionnel dans lequel j'ai évolué ne me convient pas. C'est juste pas possible au niveau violence. C'est juste pas possible qu'on me dise des choses comme, tu sais, Estelle, gérer, tu sais, la violence dans le travail, ça, tu peux retourner ça dans ton CV. Je dis, ben oui, je peux le retourner, mais c'est pas normal que ça arrive. Il faut qu'il y ait une réponse derrière. Ouais. Euh, donc c'est cette justification de la violence est clairement ouais, un heurt dans mes valeurs. Hmm. Mais à ce moment-là, c'était vraiment une énergie de désespoir, pas une énergie régulée. J'ai foi en mes valeurs. Hmm. Il y avait du désespoir, du doute, et en même temps, euh, tu vois, une intuition, et vraiment j'utilise le mot intuition parce que je trouve qu'on le dévalorise, Ouais. que c'est pas possible que le monde se résolve à ça, quoi. Hmm. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant ce que tu racontes, parce que ce que je comprends, c'est tu souffres d'un truc dans ta vie à un stade où c'est très inconfortable. Et quand tu dis désespoir, je pense qu'on pèse ce qu'il y a derrière ce mot, quoi. Le désespoir de je suis là-dedans, j'arrive pas à en sortir. La manière dont les gens m'accompagnent, ça me va pas et ça m'aide pas a priori. Mais qu'est-ce qui fait, à ton sens, et c'est peut-être la même réponse que tu nous as donnée tout à l'heure, mais je suis curieux que tu nous le redises si c'est ça. Qu'est-ce qui fait que ce désespoir ne devient pas de l'immobilisation, genre je suis en mode de toute façon je ne peux pas le soigner, c'est pas possible et je m'arrête, VS ce que c'est devenu pour toi de à chaque fin de telle méthode qui n'a pas fonctionné, t'es passé à la prochaine, puis à la prochaine, puis à la prochaine. Mm. Tu vois, qu'est-ce qui fait la différence? Enfin, ouais, Ouais. qu'est-ce qui se joue là? Alors au début, j'y allais un peu en tâtonnant, hein, on va pas se mentir, hein. Ouais. Et chaque personne, chaque professionnel me disait pour guérir des TCA, Estelle, c'est l'outil magique. Mmh. C'est-à-dire que mettez en avant son propre outil magique. Et au fur et à mesure que j'en ai testé et puis que je me suis formée sur plusieurs, et heureusement, le monde des TCA a évolué et ils ont commencé à dire, en fait, la guérison des TCA, c'est pluridisciplinaire. Mmh. Si on met, c'est-à-dire que c'est pas juste la nutrition, ou c'est pas juste le mouvement, ou c'est pas juste ce qui se passe dans le système nerveux, c'est tout combiné. Et Mmh. clairement, il faut aller explorer les traumas, parce qu'à la base, il y a des traumas et un système nerveux dérégulé, hein. Quand je dis Mmh. système nerveux, c'est trauma, micro-trauma, tout ça. Euh, et, euh, et voilà, donc au début, j'ai tâtonné, puis après, je me suis rendu compte que eh ben, clairement, on est des êtres humains complexes, et que, étant atypique, même si j'aime pas les cases comme la plupart des gens, je pense que se classer dans certaines cases permet, finalement, de comprendre. Après, on peut utiliser cette case pour dire: «Ah ben, si vous êtes, par exemple, hypersensible, c'est peut-être utile de faire ci, 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 ci», et tu vas tester et tu vois si ça marche sur toi. Et je pense que les professionnels qui m'ont accompagnée, même si certains étaient très bienveillants, hem et qui est très, très formés, il y avait pas cette ouverture d'esprit de: Mmh. «Ça va marcher avec toi ou peut-être pas et c'est OK». Mmh. Donc je repartais avec de la honte, de la culpabilité que ça marchait pas sur moi, et avec un système nerveux encore plus dérégulé, ce qui est au Mmh. départ, ce que je viens, réguler, quoi. Donc si tu veux, c'est ce que je veux dire. Il y a du tâtonnement. Après, j'ai pris conscience que finalement, le fil conducteur, c'est vraiment comprendre comment mon système nerveux il marche, mon système nerveux d'atypique. Et je vais utiliser aussi, pardon, also, tu vois, il y a l'anglais qui est venu. Je vais utiliser aussi le terme de neurodivergent parce qu'on le dit pas assez. Mmh. Quand on est un peu atypique, et par ça je veux dire hypersensible, multipotentiel, haut potentiel intellectuel, TDAH, trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, notre cerveau, il marche pas exactement pareil que les autres. Mmh. Et évidemment, le cerveau, il a un impact sur le nerf vague qui est dans tout le corps. Donc ça sert à rien, et même, je vais dire ça à tous les êtres humains, même ceux qui sont pas Ouais. atypiques, quoi. La différence, c'est une richesse. Si on sait bien s'écouter, on peut se réguler.
Facile. Hmm. J'ai trop hâte. Il y a un moment dans cette conversation où je vais plonger avec toi dans explique-nous système nerveux, nerf vague, enfin voilà, tous les mots-clés que tu as dit. J'essaie de me retenir pour donner un maximum de contexte aux gens sur ton histoire avant qu'on rentre là-dedans. Mais c'est promis, on va y arriver. Régule-toi, régule-toi. Il y a une question qui me vient juste avant, c'est, tu vois, dans cet enchaînement de toutes les méthodes que tu as explorées avec la pertinence ou non-pertinence pour toi personnellement à chaque moment, ou en tout cas cet apprentissage qu'il y a besoin d'un peu de tout et c'est pas une méthode miracle qui va changer les choses. Il y a des ponts hyper intéressants avec l'entrepreneuriat d'ailleurs qu'on peut faire Oui, là-dessus, mais tout à fait. c'est à quel moment tu penses que tu as eu la prise de conscience de OK, j'ai fait tout ça pour moi, mais maintenant je vais utiliser tout ça pour les autres. Parce qu'au début, c'est un cheminement de soins personnels dans lequel tu t'es engagé, c'était pas un cheminement de formation professionnelle pour l'enseigner. Mm. C'est assez tôt finalement, et je pense que c'est lié à ce que j'ai dit plus tôt, par rapport à ma performance. Hmm. Je me suis dit, il va falloir que je mélange mon business, mon entreprise avec ça, Hmm. parce que sinon j'ai l'impression que je vais pas me laisser assez de temps ou continuer cette exploration assez longtemps. Sinon, je Hmm. vais pas me faire passer en avant, tu vois. C'est presque, c'était presque un acte désespéré de j'en fais mon business parce que je suis sûre que je me fais passer en priorité si je choisis tous les outils d'exploration du système nerveux. Hmm. Je peux pas y échapper. Et c'était aussi une façon de m'exprimer et de dire je suis importante. Hmm. Mes besoins sont importants. Et je suis sûre qu'il y a des gens dans le monde qui ont besoin de régulation du système nerveux, que ce soit TCA ou pas TCA, hein, parce que là, j'ai beaucoup parlé de TCA, mais en fait, les TCA, c'est classé dans les addictions. Ça peut être le burn-out, c'est-à-dire l'addiction au travail. Ça peut être l'alcool. Ça peut être n'importe quoi qui est au départ pas super visible chez les gens. On a l'impression qu'ils sont heureux et en fait, ils sont totalement dérégulés, quoi. Ouais. Oui, il y a plein de manifestations qui viennent de une source entre guillemets similaire de il y a une dérégulation quelque part et ça se manifeste par TCA, par autre chose, etc. quoi. C'est ça que je Mmh. comprends. Hmm. C'est exactement ça. Et c'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu viens de nommer sur le fait de lier ton parcours de auto-apprentissage et soins pour ce que toi tu traverses avec ton parcours de formation pour se dire, bah, en fait, comme ça, mon temps investi dans cette exploration, il a double bénéfice. Et je trouve ça vachement intéressant parce que je vis un peu la même chose, moi, en faisant de l'accompagnement, de la formation, en créant des événements, des expériences pédagogiques. Je vois qu'il y a une partie de moi qui est doublement récompensée quand je vais assister à un événement de développement personnel ou que je pars faire une retraite de méditation, un truc comme ça, parce que je suis en train de vivre l'expérience de l'intérieur pour moi et en même temps en train d'analyser la structure de comment c'est pensé pour voir ce que je pioche pour refaire vivre ces expériences-là aux gens. Et je vois que effectivement, ça me facilite le fait de m'autoriser à aller faire ce genre de choses parce que j'arrive à le relier à plusieurs dimensions de ma vie, quoi. En tout cas, c'est C'est ça que j'ai cru comprendre dans ce que tu me disais. tout à fait, c'est ça. Et il y a aussi, de parce que on le fait pour nous personnellement et pour les autres, je pense qu'on est meilleur du coup quand on le fait pour Hmm. les autres parce qu'on est passé par là soi-même, tu vois? Hmm. Moi, c'est à partir du moment où je me suis fait accompagner par des professionnels bien formés aussi, mais qui étaient passés par de la boulimie, que ça, je sais pas, ça a débloqué un truc en moi. Ces Hmm. personnes, voilà, elle parlait de l'expérience vraiment réelle de la boulimie. C'était pas que clinique, tu vois, il y avait ce côté plus humain Hmm. qui m'a aidé à me remettre. Et donc, je pense Hmm. qu'on devient meilleur quand on travaille sur ces deux niveaux, tu vois. Trop intéressant. Et effectivement, c'est quelque chose qui, en tout cas, dans lequel moi je crois beaucoup, parce que on est plus engagé quand on fait les choses pas que pour soi, mais pour les autres aussi, parce que ça appelle à ce truc fondamentalement humain, pareil que je crois exister pour tous les êtres humains, qui est ce besoin de contribution, qui se débloque quand on est en sécurité davantage, mais
Mais je pense qu'on l'a tous et toutes au fond de nous, quoi. Clairement. Clairement. Ce truc d'interdépendance. Exactement. On peut pas survivre seul et on peut pas faire les choses juste pour soi, quoi. Et j'entends que c'est aussi un driver qui a été très fort pour toi par rapport à ton fils. Je vais faire toutes ces choses et je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que ce soit terminé, que je me sente mieux avec ça parce que mon enfant. Oui, parce que exactement ça. Je pense qu'il y a une énergie quand on est maman ou parent. Je veux dire papa aussi, hein, Oui. clairement. Il y a une histoire. Je disais à une collègue, je crois que le meilleur développement personnel, la meilleure formation de développement personnel que j'ai eue, c'est d'être maman. Euh, Parce que il y a des choses qu'on fait pas pour nous, parce qu'on se dit, enfin, des fois en tant que femme, ouais, on se dit oh mais c'est bon, j'ai le temps, mais pour ses enfants, quand il y a de la souffrance, on voudrait bien l'éviter à ses enfants. Ouais. Et ça motive à fond. Ouais, ça me fait penser, je pense que, je sais pas si on l'a beaucoup nommé dans les 100 et quelques épisodes du podcast, du coup, maintenant que celui-ci est sorti. Mais tu vois, ça, c'est un truc sur lequel je réfléchis et j'invite souvent les gens dans nos différents événements, comme tu le sais bien, à réfléchir. C'est comment je relie ce genre de driver psychologique très fort de je fais ça pour mes enfants, j'ai envie de contribuer à leur bien-être, leur éviter de la souffrance, avec le développement de nos projets entrepreneuriaux, le fait de communiquer sur soi quand c'est dur. Tu vois, je trouve que si on arrive à relier les choses ensemble et de dire, en fait, il y a une partie de tout ce que je fais dans mon projet et ma boîte, notamment les choses difficiles que je peux procrastiner, si je les relie à je les fais pas que pour moi, je les fais pour mes proches, mes enfants, d'autres personnes et ainsi de suite, ça nous donne plus de ressources. Et voilà, je trouve ça illustre bien ce que tu viens de dire, ce point qu'on peut aussi outiller pour nos entreprises. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est pour ça que je fais partie de ta communauté, d'ailleurs. Oui, je pense que ça te parle. Je te propose qu'on plonge maintenant, Estelle. Allez, Est-ce que tu plongeons. peux nous expliquer? Donc, tu as fait toutes ces aventures-là, tu as travaillé avec plein de thérapeutes, plein d'accompagnantes différents sur ce sujet TCA, puis de manière étendue, système nerveux et sa compréhension. Tu dirais que c'est quoi les trucs les plus importants que tu as appris sur l'être humain et son fonctionnement dans toutes ces aventures? Alors, un des trucs les plus importants, c'est qu'on n'est pas censé être en mode de survie pour notre système nerveux tout le temps. Ok, On est. Alors, je vais un peu expliquer ce que c'est mode vas-y, de vas-y, vas-y. survie, même si je pense que tu vas me demander, même si tu sais, à mon avis. Donc, il y a en fait 4 modes de survie. Il y a le mode combat, donc c'est ce qui nous permet de passer à l'action. Au niveau théorie polyvagale, c'est ce qu'on appelle la branche du nerf vague, ce qu'on appelle sympathique. Ok. Donc ça, c'est branche réponse de survie de combat. Il y a réponse de survie de fuite qui, pareil, on utilise de l'énergie mais pour fuir, toujours sympathique. Et puis, il y a 2 autres qui sont des réponses de survie. Il y a ce qu'on appelle le figement, en anglais freeze. C'est un mélange du sympathique et du parasympathique. Et visuellement, quand j'en parle dans les formations que je fais avec les psychologues ou les diététiciens ou tout ça, ou avec les entrepreneurs pour réguler leur système nerveux, c'est t'imagines un peu une souris qui est coincée dans un glaçon. Ok. Donc la souris, si tu veux, elle est en train de faire un pas. Elle a un pied levé, elle a de l'énergie en elle et en fait, elle est coincée dans un glaçon. Elle est figée. Donc il y a un mélange d'énergie d'action et de figement, tu vois. Donc ça, c'est la 3e. Et puis il y a une 4e qu'on appelle le fawning. En anglais, ça se traduit par fan. C'est le besoin de plaire. Ça vient, il y a un mélange entre le parasympathique et le sympathique. Parasympathique, j'ai pas expliqué, mais c'est réponse de relaxation, où je me sens en sécurité. C'est pas une réponse de survie, c'est une réponse de régénération. Ouais. Et donc,
pour revenir à quand on fait un peu le fan, donc c'est le fan un peu vulnérable qui est en mode un peu soumission. Je fais ce que tu as besoin que je fasse et je m'abandonne dans le process, quoi. C'est-à-dire je réponds plus à mes besoins, je fais ce que toi tu as besoin. Ok. Donc ça, c'est 4 réponses de survie. C'est ce qui fait que quand on est dérégulé, on reste constamment coincé dans ces 4 réponses de survie, au lieu d'osciller entre réponse de survie, c'est OK, hein, de temps en temps, c'est une réponse de protection, hein, inconsciente. Donc clairement, on peut pas l'éliminer, mais on a besoin d'osciller entre je me relaxe, je me régénère, je prends un risque, et donc quand je prends un risque, peut-être j'enclenche le mode de survie, c'est OK. Mais derrière, je me régénère. Donc, la chose la plus importante, je pense, sur le système nerveux à comprendre, et je le montre dans mes cercles de régulation et dans mes formations, c'est qu'on est censé osciller entre je prends un risque, je me régénère, je prends un risque, je me régénère. Et que sociétalement, on nous encourage avec la performance, cette idée de performance constante, et nous-mêmes, on se met la pression d'être tout le temps en performance constante, et on va sortir de notre zone de résilience où on alterne entre je prends un risque, je me relaxe, je prends un risque, je me relaxe, et on sort, on va tout au-dessus dans le burn-out, et ça dérégule ton système nerveux qui sait plus trop quoi faire, qui se réfugie dans le travail, ça devient une addiction, ou dans la nourriture, et parce que tu sais plus comment te réguler, et sur le long terme, des problèmes de diabète, de poids, peu importe. Ou alors, il y a d'autres personnes qui sont tellement coincées dans le figement ou dans l'immobilisation qu'elles sont en dessous c'est-à-dire elles sont tout le temps en train d'essayer de se relaxer, mais qu'elles ont plus le zeste de la vie entre l'alternance, je prends un risque, je me régénère. Et donc elles sont tout en dessous dans le schéma. Je sais pas si c'est très clair. Je vais essayer de résumer après. Ouais. Elles sont plus dans une zone de résilience, d'alternance entre je prends un risque, je me relaxe. Elles sont tout en dessous où elles sont effondrées tout le temps. Ça se manifeste par de la dépression. Ne plus savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, ne plus avoir envie de rien faire, être figé. Et voilà. Et si tu veux, si t'es plus dans cette pendulation et t'es hors de la zone de résilience, t'es en zone traumatique. Il faut apprendre à revenir dans la zone de résilience où tu pendules avec plus ou moins d'aisance. Il y a toujours de la douleur dans la zone de résilience, mais tu pendules entre les deux. Ok, trop intéressant. Je vais essayer de résumer et tu me dis si jamais j'y arrive bien, ok? Oui. Ça te va? En gros, ce que j'entends, c'est on a besoin que notre système nerveux, notre corps, oscille entre deux états. Un état relaxation, restauratif, on prend soin de soi, on redescend un peu et on se pose. Et des états plus passage à l'action, on vit un peu de stress, on prend des risques pour développer des choses, genre faire des nouvelles choses pour notre boîte, oser parler à la personne qui nous plaît. Et du coup, notre état cible normal, c'est d'osciller entre les deux pour tenir l'équilibre. Mais parfois, on peut rester bloqué soit en haut, toujours en situation stress, donc système sympathique, je crois que tu as nommé. Ouais. Et là, si on est bloqué là-haut, on est toujours soit dans la fuite, soit dans le combat, soit dans la tétanie où on fait plus rien, soit dans je m'oublie complètement et je m'adonne à une relation toxique, par exemple, où je prends soin d'une personne et je m'oublie tout à fait là-dessus. Et que c'est là où peuvent naître des troubles comme le trouble du comportement alimentaire parce que on sait plus trop comment redescendre et on essaye de le faire par plein de moyens, quoi. Ou alors on peut rester bloqué en bas où on est toujours dans le parasympathique, du coup dans l'immobilisation, et que c'est là que peut naître des choses comme la dépression. On n'a même plus la capacité de se mettre en stress, de prendre des risques, de tenter des choses,
etc. Et du coup, le but, notamment par le travail que tu fais avec tes clientes, c'est quand je suis en dehors des oscillations normales, comment je reviens dans la zone pour osciller comme je devrais faire. C'est exactement ça. Et je voulais expliquer un peu par rapport à les traumas, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que oh, moi, j'ai pas de trauma. Et en fait, donc, je vais leur donner une définition de ce que sont les traumas. C'est tout ce qui nous arrive trop tôt, trop fort, et qui a empêché un développement dans notre... Et trop vite, pardon. Trop tôt, Trop trop fort. fort et trop vite. C'est-à-dire que pour les atypiques, par exemple, puisque j'accompagne en particulier les entrepreneurs atypiques, qui, comme moi, sont très stimulés au niveau sensoriel, on va souvent dans le trop fort. Moi, je ressens mes émotions très intensément. Une musique qui m'irrite, elle m'irrite fort. Une musique que j'adore, j'adore, quoi. Tu vois, donc c'est facile d'aller dans le fort. Donc tu vois, les dernières recherches sur les traumas dans le milieu thérapeutique, c'est pas uniquement les gars de l'armée qui ont voilà qui ont vu la guerre. Des traumas, c'est tout ce qui est arrivé trop vite, trop fort. Et oh, c'était quoi l'autre? J'ai oublié Trop déjà. tôt. Trop tôt. Trop vite, trop fort, trop tôt. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traumas développementaux. Donc et c'est plus compliqué développementaux parce que il y a plein de liens. Mais il y a plein de gens qui marchent dans la rue, qui sont totalement inconscients qu'ils ont des traumas. Et c'est pas grave dans le sens où ils arrivent à se réguler. Par contre, si on n'arrive plus à se réguler et qu'on n'est plus dans la zone de résilience, ben faut apprendre. Et c'est tout. Est-ce que tu dirais qu'on a tous des traumas? Alors, je pense que oui, il y en a qui ont. Ça dépend du cheminement qu'on a fait, ça dépend. Et on a tous clairement des micro-traumas. C'est quoi la Je nuance pense. du coup entre trauma et micro-trauma? C'est-à-dire les micro-traumas, du coup, c'est que finalement, ben, tu vas pas tant dans les extrêmes, tu restes dans la zone de résilience, mais tu gères. Tu gères. Ok, donc tu vis des inconforts mais qui sont pas, qui cassent pas le système quoi. Voilà, voilà. Hmm. Donc tu es quand même dans ta zone de résilience. Euh, ouais. Mais ouais, je pense que c'est important que il y a des gens, ils sont pas réceptifs à l'idée d'aller explorer leur trauma et ils voient ça comme oh mais c'est pas moi ça, moi je fonctionne super bien. Mais en fait, quand on va voir, ils sont pas mal dérégulés et voilà. Et il n'y a pas besoin que ça prenne des tonnes de temps forcément. C'est juste développer de la connaissance de comment son système nerveux il marche. C'est tout. Est-ce qu'il y a des, j'allais dire symptômes, c'est pas le bon mot, je dirais plutôt des signes de, tu vois, quelqu'un qui nous écoute, qui comprend cette image qu'on utilise là des oscillations, on monte dans des zones stress, on redescend, etc. Ce serait quoi des signaux qui pourraient, par exemple, nous dire, tu as beaucoup utilisé le terme depuis le début de l'épisode, écouter son corps, apprendre à s'écouter. Est-ce qu'il y a des signaux que peut-être on ne sait pas interpréter, qui sont des preuves de ah là, t'es un peu trop dans la zone du haut, à toujours être en train de prendre des risques, te battre pour la croissance, dans le sympathique et le stress. Ouais, tous les symptômes de burn-out, hein. Tout, être tout, enfin ressentir de l'anxiété, ça peut se manifester par des maux corporels. Avoir des maux de tête qui se transforment en migraine ou juste des maux de tête, quoi. Et une incapacité à se relaxer. Moi, j'ai une entrepreneuse, là, je n'arrive pas à me relaxer. Elle ne sait plus quoi faire. En fait, elle est en mode inconsciemment, elle va retourner au travail et elle me dit, voilà, elle essaie de sortir du mode combat. Elle passe en figement parce que elle ne sait plus quels sont ses besoins. Elle a du mal à aller explorer ses besoins. Elle repasse en mode culpabilité.
c'est tous les symptômes de burn-out, des maux corporels, une incapacité à se relaxer, voilà, tous les symptômes associés à ça, ou tous les symptômes d'addiction. C'est-à-dire quand on commence à se réfugier un peu trop, soit vers un ingrédient particulier, par exemple, moi, c'était le sucre, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir performer, ou l'alcool, tout ce genre de choses où il y a un truc addictif dedans, tu vois. Mais tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, indépendantes, freelance, où le travail prend une grande place dans nos vies, et ça peut rester dans notre espace mental toute la journée, toute la nuit, tout le week-end. Enfin, tu vois, c'est dur de créer des espaces de repos et de sortir complètement de ça. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir plus de risques de tomber dans ce genre de schéma. Tu vois, j'ai une expérience personnelle que je raconterai après d'un moment où je pense avoir été trop dans le je prends des risques et que ça avait pété. Mais je le vois même maintenant, il y a des fois où, suite à une période de travail intensif, c'est presque comme si j'étais obligé que pendant 2 jours, je fais que jouer aux jeux vidéo pour sortir, tu vois, et redescendre. Et le terme en anglais, c'est numb. Genre, je sens que j'ai besoin de numb my brain. Comme si j'ai besoin de, genre, c'est juste ramollir le tout et d'être dans un autre monde qui n'existe pas et faire des choses qui n'ont aucun impact sur ma vie pour retrouver un peu mon humanité après avoir bossé de manière très intensive pendant une semaine ou deux. Ouais. Et je sais pas à quel point tu penses qu'on est plus, nous, en tant qu'entrepreneurs, sujettes à péter ces plafonds parfois. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie de ma cible, ce sont les Oui. entrepreneurs. Parce que justement, souvent, ce sont des atypiques. Ils viennent dans ce métier parce que souvent, ils ont trouvé dans le salariat que leurs besoins n'étaient pas remplis. Ils ont souvent de l'anxiété de performance, des hautes valeurs qui les portent, souvent éthiques, et que justement, c'est important, c'est encore plus important pour la santé de ton business que toi, tu sois bien et euh, que, que tu puisses te réguler, quoi. Et je dis toi, mais c'est nous, quoi, tu vois. Ouais. C'est encore plus important. Et tu as très bien expliqué que quand tu es en mode un peu, tu as pris tellement de risques et peut-être tu ressens des symptômes de burn-out, je sais pas, je vais pas te mettre les mots dans la bouche, mais directement tu passes en dessous, quoi. Ouais. Directement tu passes en effondrement. Donc tu n'es toujours pas dans la zone de résilience. Mais alors que ce qu'on veut, nous, c'est que même si tu passes encore un peu au-dessus, en dehors de la zone de résilience, tu puisses te ramener comme ça, tranquillement, dans la zone de résilience, tu vois. Et, Ouais. et c'est le travail de l'être humain, hein, c'est un peu le travail de tout le monde. On est des meilleurs parents quand on fait ça. Moi, quand je pète un plomb avec mon fils, je suis obligée d'aller m'excuser derrière, enfin, à cause de mes valeurs. On est des meilleurs parents quand on est régulé. On est des meilleurs entrepreneurs et des meilleurs chefs d'entreprise quand on prend de meilleures décisions quand on est régulé. Ouais. Mais tu vois, j'ai l'impression que ce truc des jeux vidéo, par exemple, c'est un bon exemple pour moi parce que c'est une stratégie que j'utilise pour, je pense, venir me réguler et sortir du truc intensif. Mais j'y fais pas toujours appel, tu vois. Genre, je vois à quel point mes stratégies de régulation sont à intensité variable en Mmh. fonction de l'intensité de la période que je viens de vivre juste avant. Mmh. Et du coup, je vois très bien la différence entre là j'ai bien bossé, j'ai besoin de prendre du temps chill et c'est une redescente smooth quoi. Et les fois où ça a été tellement intense que j'ai vraiment besoin de ces 2 jours où je ne fais rien, je ne parle à personne. Enfin, tu vois, et je vois que quand j'y vais trop, j'ai vraiment besoin de l'intensité opposée pour que ça redescende. Et du coup, je me dis, c'est une forme de régulation plus intensive. Et je pense que c'est pas sustainable de faire ça tout le temps. Et c'est pour ça que c'est rare quand même que ça m'arrive ça. Ça m'arrive peut-être allez, Mmh. 2 fois par an ou 3 fois par an. Mais, mais je vois la différence d'intensité en fonction de si je suis monté très haut, bah, j'ai besoin de plus d'intensité pour redescendre. Et je pense que c'est quand ça devient vraiment régulier, où tu es Mmh. obligé d'être très intense dans l'un sens et très intense dans l'autre, qu'il peut y avoir des trucs qui pètent, non? Je sais pas si c'est le cas, mais... Oui, oui. Hem,
Oui, quand il y a un schéma répétitif, quoi. Ouais. Je peux pas trop dire avec les infos que j'ai là de ce que tu dis, je peux pas trop dire. Ça a l'air d'être de la fuite, clairement. Oui. Et le seul truc qui m'embête, et c'est pas que ce soit de la fuite, c'est que du coup, quand tu es connecté aux jeux vidéo, c'est le seul truc qui m'embête. Je le dis, j'ai peut-être faux, hein. Vas-y. Mais en tant que thérapeute, c'est que du coup, t'es distrait par ce qui se passe dans l'écran. Et ok, ton cerveau est switch off, il a Mais besoin de ça, je suis pas mais avec moi-même. tu n'habites plus dans ton corps. Hmm. Et c'est ça qui m'embête, tu vois. Hmm. C'est que pour réguler son système nerveux, en fait, faut se reconnecter à ses sensations corporelles. Hmm. C'est, si tu veux, par rapport au nerf vague qui est connecté au cerveau, le nerf vague, il envoie des informations au cerveau à 80%, Hmm. donc il régule à 80%, tandis que le cerveau, il envoie seulement 20% d'informations nerf vague. Hmm. Et dans notre société actuelle, il y a une prédominance du mental, le cerveau, c'est le boss, alors que finalement, c'est plus le corps qui devrait être le boss et qu'on devrait Hmm. apprendre à écouter. Alors, je pense que ta stratégie, voilà, elle te permet de redescendre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, Mais j'ai l'impression que c'est le pont vers ensuite de l'écoute de moi. Parce que clairement, quand je ouais, suis dans ces ouais. moments-là, et si tu as envie de continuer à pousser, ça me va très bien. Je suis hyper à l'aise avec le fait de ouvrir ma propre petite boîte de Pandore et mon expérience au micro. Donc si tu as envie de creuser, c'est avec plaisir. Mais je sens que c'est vraiment, quand ça arrive, c'est genre, t'as raison, j'écoute pas mon corps. Je me couche hyper tard, je bouffe n'importe quoi. Et c'est vraiment parce que j'ai envie de disparaître de ma vie. C'est vraiment ça qui Mmh se passe à mh. ce moment-là. Parce que j'ai été trop dans l'intensité du travail. Et après, du coup, il y a cette période de genre un jour, deux. Et après, j'arrive dans une autre période de je reviens dans mes routines, je me couche tôt, je prends soin de moi, je vais marcher, je reviens dans le sport. Et c'est là où, du coup, je reviens à un état équilibré quand je Mmh. repasse par je sais ce dont mon corps a besoin. Mais du coup, ça me rend super curieux parce que du coup, je suis en train de me demander à quel point est-ce que je pourrais sauter l'étape des jeux vidéo pour passer direct à la suite ou pas. Mais je pense que c'est vraiment la conséquence de trop haut, puis du coup, il faut aller tout en bas pour revenir au milieu après. Mmh. Bon, la solution, on la connaît, hein, c'est aller moins dans l'intensité en haut. C'est se réguler plus tôt, on le sait Oui, ça. le truc, c'est qu'il faut pas trop que tu réfléchisses. La solution, c'est ça, par le mental. Oui, t'as raison. Hmm. Le truc, c'est justement développer une écoute radicale de ton corps pour que quand tu es dans la situation, ce soit pas tant un problème, mais tu dises je vais en mode exploration. Allez, je vais jouer aux jeux vidéo. C'est ok, je m'autorise à être en fuite, mais je vais remarquer dans mon corps si quand je Hmm. joue, eh ben, il n'y a pas des sensations corporelles. Disons, tu te mets 10 minutes de jeu, t'arrêtes, puis tu vois quelles sont les sensations corporelles. Ouais, Est-ce que tu es bien ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais faire de différent qui augmenterait ton bien-être et tes bien sûr. sensations corporelles? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? grave. Bah, besoin, stratégie, il y a plein de stratégies pour nourrir les besoins et Ouais. souvent nos stratégies ne sont pas les meilleures pour nourrir les besoins qui sont derrière parce qu'on ne sait Ouais, pas les écouter. mais je veux vraiment sortir du truc de c'est mal, parce que c'est Ouais, pas mal ce que tu fais. C'est peut-être une étape intermédiaire, comme tu as dit. ouais, hmm, Mais en fait, la réponse, c'est ton corps qui l'a. bien sûr. C'est pas ta tête. Et je trouve que c'est une super conclusion de ça. Est-ce que je peux partager un autre exemple d'un autre moment où j'ai l'impression que, pareil, je suis allé trop vite, trop tôt, trop fort, pour reprendre les trois mots sur une expérience, et je l'ai senti dans la réaction de mon système nerveux? Ça te va que je partage? Avec plaisir, ouais. Parce que je t'ai déjà partagé cet exemple, mais je ne l'ai pas nommé, je pense, dans le podcast. Il y a un moment en novembre, je crois que c'est 2022, je crois que c'est il y a un an. Je ne sais plus si c'est il y a un an ou deux, mais il me semble que c'est 2022. J'étais dans un mastermind, le mastermind Live Mentor. Et c'est une période où j'ai beaucoup, je pense par un biais que j'ai qui est quand je suis dans un groupe, j'ai envie d'être le meilleur élève du groupe. Donc là, on était un mastermind, 40 entrepreneurs. Je suis arrivé dans le groupe en plus au début en me disant, je suis le petit bébé,
C'est que des gens qui font beaucoup plus de chiffre d'affaires que moi. Voilà, je suis arrivé en mode, je me comparais négativement par rapport aux autres. Et je pense que ça a activé plein de choses de performance, de j'ai envie d'être le meilleur élève, d'incarner le mieux ce qu'on apprend dans les trucs du mastermind, de montrer que je me donne à fond, nanana, nanana. Et du coup, je suis entré dans une période de mon entreprise où j'ai énormément investi sur beaucoup de choses. L'équipe autour de nous est montée à 10 personnes, 11 personnes même à un moment. C'est la période où, pour la première fois de ma vie, on a dépensé des sommes genre 15 000, 17 000, 18 000 par mois en termes de dépenses de l'entreprise, de charges, ce que j'avais jamais fait auparavant. Et je pense que c'était trop vite, trop tôt, trop fort. J'ai appris énormément de choses là-dedans, c'était génial, mais il y a un moment hyper marquant dont je me souviens que je t'avais partagé parce que ma réaction, c'était comme tu disais de l'hyperphagie, où j'étais dans un bus, on allait au séminaire du mastermind, et j'avais mangé il y a pas longtemps, mais dès qu'on passait devant genre un truc où il y avait écrit boulangerie ou un truc comme ça, je sentais que j'avais faim, enfin la sensation d'avoir envie de manger en tout cas, et en post-rationalisant, je vois à quel point c'était juste, j'étais trop pas bien, j'étais stressé de ouf, j'avais peur que dans un mois, l'entreprise s'effondre parce que j'ai décidé de trop investir. Enfin, je dépensais presque un SMIC annuel en un mois avec la boîte. Enfin, j'étais dans des états où je me questionnais sur je fais n'importe quoi, je suis vraiment mauvais, c'est n'importe ce que je fais, t'as pété un câble. Et du coup, je cachais tout ça dans le fait de manger trop, quoi. Ouais. Et ce qui m'a fait trop du bien, c'est justement le séminaire du Mastermind où l'invitation, c'était éteignez vos téléphones pendant 48 heures. On était dans la nature, on a fait que des exercices de reconnexion à soi, etc. Et c'était le meilleur moment pour que je vive ça parce que je pense que j'étais vraiment au pic de mon stress avec cette expérience-là. Et donc ça, je pense, c'est mon système nerveux, il a pété un câble parce que j'étais pas prêt à sauter de moins de 10 000 euros de dépenses par mois, 3 personnes dans l'équipe à 9, 10, plein de dépenses, plein d'investissements dans tous les sens. C'était trop vite, trop tôt, trop fort. De ce que tu me dis, clairement, et c'est l'anxiété de la haute performance. Tu as parlé du syndrome du bon élève, Ouais. il y a de ça dedans, et clairement, ouais, ton système nerveux, il t'a rappelé à l'ordre. Et souvent, voilà, on prend ça comme, «Ah, c'est terrible, je perds le contrôle», mais en fait, par la nourriture ou par d'autres choses, un schéma répété, ton corps, il te parle. Ouais. Ton corps, il te dit: «Wow, vas-y mollo mon gars». Bah ouais. Et tu vois, ma conclusion de cette expérience, et je suis curieux de ton avis là-dessus, c'est que, en fait, les êtres humains comme nous, on n'est pas construits pour l'hypercroissance qu'on nous vend comme étant la cible, quoi. Tu vois, si on traîne sur LinkedIn, il y a tellement de gens qui sont en mode faire 1 million dans les 6 prochains mois, qui parlent de rythme de croissance et de développement d'entreprise qui sont délirants. Et moi, depuis que j'ai vécu ça, je me dis, mais en fait, on n'est pas construit pour ça, quoi. Genre, ça ne fonctionne pas un être humain qui va trop vite. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et souvent, quand on est atypique, alors tu vas me dire si toi, peut-être tu te classes dans atypique ou pas, je sais pas, hein, mais on a tellement des valeurs, on a des grandes capacités de penser en profondeur, en arborescence et tout ça. Et donc, du coup, ben, clairement, c'est important aussi qu'on prenne du recul et qu'on se régule et qu'on pendule de l'autre côté et que le but de la vie, j'ai lu une étude là avec une collègue thérapeute psychocorporelle où elle me disait qu'il y avait des personnes qui allaient mourir, on leur demandait leurs regrets, donc c'était une étude clinique et la plupart des personnes, elles ont dit je regrette d'avoir trop travaillé, je regrette de ne pas avoir assez passé de temps avec les personnes que j'aime. Donc clairement, il y a aucune qui disait j'aurais dû travailler plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il y a en tant qu'être humain, on est câblé pour se penduler. Et je pense que se donner le temps, hein, c'est-à-dire pacifier son rapport au temps, ça a été une de mes grandes leçons aussi, notamment dans ma vie entrepreneuriale, de me donner le temps dont j'ai besoin pour avancer à mon rythme,
clairement, ça permet de poser des bases solides, d'attirer des clients qui sont alignés avec toi, et de remarquer quand, voilà, ce client-là, mon corps, il me parle, tu vois? Ouais. Et je fais le lien avec l'intuition parce que c'est ton corps qui te dit: «Ah, ce client-là, il y a un truc dans le ventre là, ça passe moyen», tu vois? Ouais. Et je pense que c'est important, d'apprendre, à se réguler. Déjà développer sa connaissance du système nerveux et après de voir en quoi ton système nerveux à toi, il est peut-être un peu différent des autres, de se donner la permission de creuser, d'être différent, et de vraiment répondre à ses besoins. S'il y a des gens qui nous écoutent là et qui se reconnaissent dans peut-être les expériences que moi j'ai partagées ou dans ce que tu dis, dans cette tendance qu'on a en tant qu'entrepreneur à faire trop et aller trop haut et à pas réussir à réguler et penduler comme ça, comme tu disais, dans ton expérience, c'est quoi les meilleures pratiques qu'on puisse faire pour nous aider à redescendre? Il y a un exercice tout simple qui s'appelle l'ABC. L'ABC, donc c'est une pratique psychocorporelle. Là, ça veut dire donc attunement. En français, on pourrait dire connecte-toi à quel est ton état émotionnel. Ok. Ok, donc quel est ta météo émotionnelle. B, c'est body-based, par rapport à l'état émotionnel dans lequel tu es, quelles sont les sensations corporelles que tu ressens dans Ok. une partie de ton corps. Je te donnerai un exemple après si tu veux. Et c'est coopération. C'est-à-dire que qu'est-ce que ton corps, il a intuitivement besoin de faire là maintenant. Donc, par exemple, moi, quand je suis anxieuse, tu le sais, au lieu de mettre mon masque et de faire semblant que tout va bien, quand je suis anxieuse parce qu'on parle d'un sujet qui m'active et que je suis avec quelqu'un avec qui je me sens en sécurité aussi, c'est ça le truc. Hein. Bah oui. Je sens que je vais commencer à bouger mes mains, je vais bouger mes hanches, je me lève, toutes ces choses qu'on s'autorise pas forcément à faire quand on est peut-être salarié. Maintenant, j'espère que les salariés vont commencer à le faire aussi. Mais de vraiment écouter son corps pour se réguler là maintenant, tu vois. Donc par exemple, je t'ai donné un exemple pour finir. Je me sens anxieuse. En fait, ça c'est mon état émotionnel. Peut-être j'ai mal à la tête, je me sens anxieuse, j'ai de l'énergie dans les doigts, comme ça vibre dans mes doigts. Et c'est différent pour tout le monde, quoi. On peut pas copier. Peut-être vous sentirez jamais ça, quoi. Mais et donc je commence à coopérer, à me dire ah cette énergie elle veut sortir, je la laisse sortir, tu vois. Si je réessaye de redire les étapes, du coup, c'est connecter à son ressenti émotionnel, puis comment ça se manifeste dans des sensations corporelles quelque part dans notre corps, et suivre ces sensations en essayant de sortir de je me contrôle à je me laisse aller. Et ça, c'est une manière de se réguler déjà juste dans le quotidien pour pas que ça monte, quoi. Ouais, coopérer avec son corps, ouais. Trop intéressant. Et c'est vrai que tu nommes un truc vachement intéressant qui est cette éducation que je pense on a reçue. Je sais pas si c'est français, je sais pas si c'est occidental, de contenir ça. Genre à l'école, c'est tais-toi, reste assis, ne bouge pas, ou alors il faut que tu demandes l'autorisation à quelqu'un qui n'est pas dans tes propres ressentis et que tu diras si tu as le droit de bouger ou pas. Et j'ai l'impression qu'on a été bien conditionné à justement taire ces sensations, ou en tout cas apprendre à ne pas les écouter, quoi. Tout à fait. Moi en Angleterre c'est pareil puisque j'ai vu le mode salarié ici aussi. Et ça se rapproche plus du figement, tu vois, au niveau système nerveux. C'est-à-dire, je ne suis pas en sécurité pour montrer qui je suis vraiment ou ce que mon corps me dit vraiment. Comment on C'est fait alors? Tu vois, imaginons, il y a quelqu'un qui nous écoute qui sait qu'elle est dans ce cadre-là. Elle sent qu'elle n'a pas l'espace et la liberté de écouter et suivre ses besoins au quotidien. Comment je fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment on s'en sort? Alors, on en apprend un max sur le système nerveux.
pour normaliser nos réactions, pour qu'on se rende compte que nos réactions sont normales. C'est un système de protection, c'est inconscient. Grâce à cette connaissance, donc ça c'est poser de la conscience sur comment le système nerveux fonctionne. Et on commence à identifier en nous, au fur et à mesure des expériences de notre vie. Tu vois, par exemple, pour une entrepreneur, ça peut se manifester dans une réunion avec des gens, un client qu'on n'aime pas, et puis on n'arrive pas à lui dire t'arrêtes d'interrompre cette personne, ou on n'arrive pas à poser des limites, ou à dire non, c'est ce prix-là et c'est pas autre chose. Et donc, clairement, quand on n'arrive pas pendant la réunion, par exemple, il faut aller faire un petit travail de réflexion de qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi mon besoin derrière, j'étais dans quel état de dérégulation du système nerveux, quel est vraiment le changement que je veux apporter, s'entraîner à poser des limites, mais avec la voix, dans une atmosphère de sécurité, alors soit avec quelqu'un d'autre. Souvent, on a besoin que l'autre nous co-régule, quoi. Et après, passer à la phase de la prochaine fois que ça m'arrive, je vais dire ça et je le fais. Donc là, on passe en mode combat, si tu veux. Oui, mais on prend un risque face au client de dire un truc qu'on n'a jamais dit. Mais on a apporté tellement de sécurité dans les phases d'avant que normalement, on devrait être OK. Tu vois. Trop intéressant, ouais. C'est que, c'est cool parce que ça me parle de ce grand message entrepreneurial de sortir de sa zone de confort, nanani nanana, ce truc-là. Et que effectivement, on a besoin de créer un espace de sécurité avant pour le faire. Et il y avait un épisode qu'on a fait il y a très longtemps sur ce podcast où la personne interviewée qui s'appelle Marion Servarin avait utilisé une métaphore que j'ai adorée qui est de dire il faut pas aller se cramer hors de sa zone de confort, il faut explorer les franges du tapis. Et c'est petit à petit, comme ça, le tapis il grandit et les franges elles vont de plus en plus loin. Et c'est juste la zone où on prend un petit risque, mais on peut revenir sur la sécurité du tapis après. Et on n'est pas en train d'aller se brûler tout de suite trop dans les flammes du trop risqué, quoi. Et je trouve ça parle un peu de ce que tu dis là aussi je crée la sécurité qui est ma base et ensuite j'utilise cette base de sécurité pour aller faire ce truc que j'ai pas l'habitude de faire qui va vers du mieux-être. C'est exactement ça. Et puis, si je fais le lien avec l'éco-anxiété, tu vois, avec les militants qui ont, qui défendent des choses que toi et moi, en quelles on croit, quoi. C'est super important qu'un militant, il soit régulé. Parce que s'il veut durer sur la longueur, faut qu'il se régule. Tu vois? Et ça, je pense que c'est quelque chose que les militants, malheureusement, font très mal. Parce que, tu vois, le burn-out militant, c'est un truc touche à beaucoup de gens, quoi. Voilà. Donc, pour durer sur la longueur, apprenez à vous réguler. Et dans tout, même pour plus de kiff, apprenez à vous réguler parce que ça affecte vos relations. Quand tu viens dans une relation professionnelle et que t'es solide dans ta posture, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas, tu peux quand même faire des concessions, hein, parce que quand on est en collaboration avec être humain, mais tu sais qu'il y a des limites à pas dépasser et tu le dis et tu t'exprimes avec la voix, t'as plus de kiff. Bah, c'est clair. Hein. Quand on a cet apaisement avec soi, je pense que ça débloque tellement d'autres choses dans tous les domaines de notre vie finalement après. Vraiment. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie d'ajouter, Estelle, qui pourrait être utile aux personnes qui nous écoutent sur ce sujet, avant qu'on passe aux petites questions rituelles de fin? Mais globalement, je trouve qu'on a fait une exploration hyper fascinante de pourquoi c'est important cette connaissance, comment ça se manifeste dans notre vie, un peu le fonctionnement de tout, et quand on a compris le fonctionnement, comment on apaise la machine. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de... S'il y a un truc que tu n'as pas dit, que tu es frustré de ne pas avoir dit, ce serait quoi? Moi, je m'adresserais plus particulièrement aux atypiques dont je fais partie, qu'on a beaucoup, que les atypiques ont beaucoup de vagues émotionnelles et à cause de ces vagues, on a l'impression qu'on est faible, tu vois.
Alors qu'on a beaucoup de force en nous et on a beaucoup de vulnérabilité. Il y a les deux. En fait, ça reflète l'image du système nerveux, tu vois, on prend un risque, on se régénère. Ouais. On a de la force, on se sent plus faible. Et donc, on se régénère. Et donc, pour les entrepreneurs atypiques qui ont choisi une carrière qui est pas facile, où il y a beaucoup de vagues, et il faut savoir poser des limites, et il faut comprendre son système nerveux, pourquoi il y a des fois on procrastine, c'est parce qu'on a besoin de se reposer et de se régénérer, et c'est pas la peine d'aller se forcer à ce moment-là. C'est tout ça, c'est important qu'on comprenne que la pendulation, c'est je me sens forte, je suis vulnérable et je me régénère. Je me sens forte, tu vois. Ouais. C'est vraiment ce message, j'espère, d'inspiration que je veux apporter aux atypiques, de apprenez à connaître votre système nerveux avec une personne qui a la vibe que vous aimez, tu vois, où on sent, parce que c'est ça qui favorise la sécurité. Bien sûr. À chaque fois, moi, quand je fais des exercices, même s'il y a un but éducatif derrière, je suis toujours en train de me poser la question, quel exercice, quel format d'exercice favoriserait la sécurité? C'est comme ça qu'on apprend le mieux, tu vois. Clairement. Et donc, voilà, j'espère que ça inspirera les atypiques à aller chercher des infos sur le système nerveux, à me contacter s'ils veulent, à contacter quelqu'un d'autre, peu importe, mais qu'ils apprennent à prendre soin de leur système nerveux. Ouais. Et je pense que c'est d'autant plus important quand on baigne dans un univers médiatique où on voit sur Insta, sur LinkedIn, sur toutes ces plateformes, globalement ce message de le développement personnel, devenir un super humain, être fort tout le temps, etc. Et ce que tu dis me parle beaucoup sur ça en fait, c'est pas possible, c'est pas réaliste. On a besoin d'osciller entre les deux. Sinon, on se bloque dans des modes de fonctionnement qui sont pas nourrissants pour nous, quoi. C'est ça. On est des êtres humains. Je te propose qu'on arrive sur les petites questions rituelles de fin d'épisode, Estelle. Ok. Et la première, c'est une question où tu te tournes vers toi-même, en tout cas où tu te tournes vers ton toi du passé. Et donc la question, c'est si tu pouvais communiquer avec Estelle qui commence son cheminement entrepreneurial, c'est quoi la chose que tu lui dirais? Exactement ce que j'ai dit. Je lui dirais, éduque-toi sur le système nerveux. C'est exactement ce que j'ai dit avant. Éduque-toi sur le système nerveux, accorde-toi la permission de ressentir les choses différemment des autres et de vraiment comprendre ton système nerveux à toi, sans veto, sans censure. Et t'as une valeur de ouf. Tu penses que tu as beaucoup essayé de te conformer avec d'autres personnes plutôt que d'accepter ta différence? Oui, un de mes problèmes, ça a été les diplômes. Ça a été, et par ça, je veux dire d'accorder trop de confiance et de penser qu'il y a beaucoup de compétences derrière les diplômes, notamment des personnes qui m'ont accompagnée dans les TCA. Et de me rendre compte que ce n'est pas tout. C'est une partie, mais ça fait pas, à mon sens, c'est mon opinion et seulement la mienne, un professionnel bien formé, ce n'est pas tout. Il faut qu'il soit bien formé, mais il faut aussi qu'il ait d'autres caractéristiques. Ouais. Un côté humain, l'expérience d'être passé par là. Vraiment prendre l'être humain et le professionnel dans sa totalité. Tu vois. Et donc, ouais, un problème de je me conforme, j'accorde beaucoup de valeur à des personnes qui, avec le recul, finalement, n'avaient pas autant de valeur que ça. Merci. Merci. Tu dirais que c'est quoi, Estelle, la plus grosse difficulté que tu as eu à affronter depuis que tu es entrepreneuse? Et comment tu as fait pour la dépasser?
ben, c'est un système nerveux dérégulé, hein, puisque ça affecte tout ce que je fais dans ma vie professionnelle. C'est ouais, prendre des décisions qui n'étaient pas alignées et après me critiquer, tu vois, avoir la voix Cruella dans ma tête qui dit ah ben voilà encore un truc que t'arrives pas à faire. Au lieu de se dire mais qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça, ça veut dire qu'au niveau alignement c'est pas ça. Et voilà, et me rendre compte que quand je suis régulée, mais je prends des bien meilleures décisions. Et quand je suis régulée, une autre façon de le dire pour moi, c'est mon corps me parle et mon intuition me parle. Et je suis pas tellement dans le, tu vois, en anglais, figure out, avec où tu essaies de trouver la bonne solution avec le mental. C'est beaucoup plus intuitif. T'as un exemple en tête d'une fois où t'as pris une décision non alignée et Cruella t'a bien taillé? Ouais. Et j'ai par exemple j'avais fait j'ai fait un lancement avec des professionnels de la santé, donc pour la régulation du système nerveux, et j'ai pas eu tant de ventes que ça, alors qu'il y avait un boulot monstre derrière. Il y a quand même eu des victoires dedans, hein, mais j'ai pas tant eu de ventes que ça. Et donc Cruella, elle a dit lancement raté. Oh bah voilà, t'as fait 6 mois de boulot, de com, de contenu avec de la profondeur de ouf, et voilà quoi. Et t'as pas beaucoup de ventes, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais là? Ça se trouve, tu devrais arrêter. On les connaît tous ceux-là, hein. Tous ces messages-là. C'est quoi qui n'était pas aligné du coup? Parce que du coup, j'ai l'impression que dans cette histoire, il y a une décision que tu as prise qui est peut-être stratégique ou autre, qui vient de la dérégulation, c'est ça? Ouais, je pense que j'étais motivée par mon intention n'était pas du tout la même. Là, j'étais vraiment motivée par donner de la valeur, mais il y avait je dois faire un chiffre d'affaires. Et avec moi, ça ne marche pas. La Ça recherche ne de la me performance voilà. financière, quoi. Ouais, ça ne marche pas. J'ai changé après et j'ai laissé et donc mon intention derrière, c'était pas un chiffre d'affaires, c'était plus je vais donner une valeur de ouf et créer du lien avec les personnes qui viennent. Et j'avais pas mis un objectif de vente, mais il y a eu des ventes derrière. Tu vois ce que je veux dire? L'intention, elle n'était pas la même derrière. Ouais. Et du coup, forcément, ton expérience de mise en matière est différente quand l'intention n'est pas la même. Voilà. Donc, c'est ça que je dis que ton système nerveux, quand c'est le mental qui décide d'un truc que tu as trouvé avec un business coach par rapport à mon objectif, c'est ça. C'est pas pareil que quand toi tu l'adaptes et tu le choisis avec quelque chose qui résonne avec ton corps. Clairement, moi, j'adore les connexions avec les êtres humains. J'aime parler, j'aime manger, j'aime la richesse des points de vue différents dans le respect. Et clairement, si tu me dis de créer du lien avec un autre être humain et que généralement il est atypique, je vais trouver un truc où on va kiffer tous les deux. Et voilà. Et donc créer du lien, ça marche. Trop bien. Tu dirais que c'est quoi ton objectif du moment? Au niveau business ou Ouais, ton objectif professionnel avec ta boîte en ce moment. De vraiment disséminer mon message de régulation du système nerveux au plus d'entrepreneurs atypiques possible, pour qu'ils reprennent un peu les rênes de leur pendulation. Vraiment apporter un angle différent de je dois, je devrais, je pourrais, et qui est plus de je me reconnecte à mon corps et à ce qu'il dit, et c'est plus intuitif, et du coup, ça c'est plus fluide.
Qu'est-ce que tu cherches vraiment en faisant ça? Je te donne un peu de contexte sur ma question parce que souvent on se fixe des objectifs, voilà, direction, je vais dans quel sens. Et il y a souvent des trucs un peu inconscients qu'on cherche dans ces objectifs. Est-ce que tu arrives à sentir le fond peut-être un peu inconscient qui te drive dans cette direction? Ce que c'est? Ouais, c'est la fluidité pour moi dans ma vie aussi, hein. On revient, on finit la boucle, hein. Je teste toujours sur moi ce que je propose aux autres. Je suis en train de tester ça et déjà je me dis mais c'est fou, il faut que tout le monde le sache. Tu vois? Donc c'est un impact de fluidité. C'est ça qui, pour moi, pour les autres. Et c'est aussi contrecarrer les vagues de violence, parce que si t'es plus régulé, j'espère que dans le monde il y aura moins de violence, que les personnes vont prendre des décisions plus alignées. C'est un peu un objectif idéaliste, mais en même temps, à ma petite échelle, si je peux contribuer à ça, tu vois, si ma cliente va être beaucoup plus régulée et avoir un impact sur ses enfants, sur tous les collaborateurs, et ben ça se répand, hein. On sème des petites graines et puis voilà quoi. Trop bien, merci pour cette réponse. Avec plaisir. On arrive à la dernière petite question rituelle, qui est justement une invitation au questionnement. Imaginons qu'on a ici à nous écouter toutes les personnes qui sont en train d'entreprendre en France, en francophonie. Voilà, on a un énorme canal de communication avec toutes les freelances, toutes les indépendantes, toutes les entrepreneuses et entrepreneurs. C'est quoi la question que tu voudrais poser à toutes ces personnes? Tu as le droit de leur poser une question. Tout le monde t'écoute, Estelle. La question que je pourrais poser à tous les entrepreneurs francophones. Moi, j'en reviens à la même chose, hein. Est-ce que tu sais comment ton corps te parle? Et on croit que c'est pas lié à l'expérience professionnelle, et en fait, ça l'est. Trop intéressant cette question. Merci Estelle, je vais laisser nos auditeurs et nos auditrices y réfléchir très fort. Si les gens qui nous écoutent veulent te donner leurs réponses, discuter avec toi, retrouver ton travail, à quel endroit est-ce que je peux les envoyer pour te suivre? Alors, je suis sur LinkedIn et sur Insta. J'ai aussi un site internet, mais en fait, il est en refonte. Donc, plutôt LinkedIn, Insta. Ouais. Ok. Estelle Kéribin, du coup, sur les deux? Ouais. Estelle Kéribin, Keribin. Voilà. Super. Je mettrai les liens en description de toute façon, mais comme ça, les gens l'entendent aussi de vive voix. Un grand merci Estelle pour tout ce que tu as partagé dans cet épisode. C'était fascinant de t'écouter et très doux aussi. J'ai passé un super moment. La même chose, Thomas. La même chose. Merci d'un podcast, je pense, qui apporte beaucoup de sécurité à ceux qui l'écoutent. Et de l'ouverture d'esprit que tous les thèmes que tu abordes font preuve d'une ouverture d'esprit qui est nécessaire dans l'entrepreneuriat. Trop bien. Merci Estelle. J'espère que ça leur apporte ça. À bientôt, prends soin de toi. Toi aussi. Bye.